Baisse juste la voix, s'il te plaît. Tu peux me croire. Faye, non, non. Nous approchons de la fin. C'est de l'euphorie qu'on ressent chaque jour en voyant Rue échapper sans cesse à la mort. Mais pourra-t-elle le faire assez longtemps pour enfin être libre? C'est ce que nous allons découvrir. Avec l'affaire en marche, il est temps pour elle d'entrer dans la gueule du loup. Et j'ai marché sur la tombe du vieux paladin pour trahir ses amis une fois de plus. Le moment décisif approche. La guerre, les affaires, les balles, tout est sur le point d'exploser et nous serons là pour le voir. Mais avant de commencer, permets-moi de te voler quelques secondes pour remercier les membres du club élite N-Minutos pour leur soutien. Sans eux, rien de tout cela ne serait possible. Si tu veux faire partie de la famille et débloquer du contenu exclusif qui se renouvelle chaque semaine, n'hésite pas à cliquer sur le bouton « Rejoindre » juste en dessous. Maintenant, sans plus tarder, commençons. Le 7e chapitre commence avec un homme profitant d'un moment de tranquillité rien que pour lui. Après avoir observé la pièce, nous découvrons qu'il n'est pas seul. Une femme l'accompagne et l'interroge sur sa vie intime. Au cours de la conversation, il découvre qu'elle est mère de 5 enfants, qu'elle voit à peine en raison du mode de vie qu'elle a choisi de mener. Cet homme est Ali, l'ami que Rue a rencontré aux réunions de soutien, et qui replongeait dans un mode de vie qu'il n'aurait jamais dû adopter. Ce soir-là, après s'être bien amusé, il est rentré chez lui retrouver sa femme et ses filles. Cependant, elle, fatiguée de ses mensonges, n'était plus prête à tolérer d'autres tromperies, ce qui a mené à une violente dispute. Ces confrontations faisaient partie de leur quotidien, une routine qui se répétait sans cesse. Ainsi, Ali louait une chambre d'hôtel pour se retrouver seul et apprécier sa propre compagnie. Là-bas, il regardait la télévision, mangeait ses bonbons favoris et parlait chaque jour à son ami. Tous deux riaient, en imaginant qu'Ali deviendrait un jour boxeur professionnel. Mais lorsque la scène change, on le voit allongé sur un brancard d'hôpital. Avec une cicatrice traversant sa poitrine, il avait survécu à une opération à cœur ouvert, un événement qui l'a finalement poussé à changer. Ali pensait qu'en devenant une meilleure personne, il guérirait son passé, mais il se trompait complètement. Même après avoir consacré des années à aider des personnes aussi brisées que lui, les jours ne devenaient pas plus faciles. Un après-midi, alors qu'il discutait avec un garçon nommé Emmanuel, Ali lui promit que son avenir serait radieux s'il parvenait à rester sobre. Dans la scène suivante, le jeune homme est dans un cercueil, après avoir perdu la bataille contre les stupéfiants qui ont complètement pris le contrôle de sa vie. Durant le confinement, Ali a senti que quelque chose n'allait pas chez ses camarades et a tenté de les joindre désespérément. Être seul et vulnérable l'a rendu vulnérable aux addictions. Et durant cette période, Ali a perdu beaucoup de jeunes qu'il essayait de guider vers un meilleur chemin. Avec les réunions en présentiel interdites, Ali a commencé à les appeler tous par téléphone. Mais un à un, ces jeunes à qui il avait consacré tant d'efforts ont choisi de quitter ce monde. Pour ne pas oublier leurs noms, Ali les écrivait dans son carnet à côté de la date correspondante. Mais les pages commençaient à manquer dangereusement. Ce petit carnet est devenu son propre Death Note. Un registre douloureux des personnes qu'il a essayé de sauver, et un témoignage de la fin prématurée et tragique de leurs histoires. Chaque nom inscrit était une cicatrice dans sa mémoire, un rappel constant de la fragilité de la vie et de ses propres limites face à la tragédie des autres. D'un autre côté, Alamo accueille son responsable après qu'il se soit remis d'une grave blessure à l'estomac. Son chef trouve quelque peu ironique qu'il n'ait plus de nombril maintenant, mais il se réjouit qu'au moins, il soit encore en vie. Néanmoins, Eddie devra porter une poche de colostomie pour le reste de ses jours et arborer une énorme cicatrice qui lui traverse tout l'abdomen. Comme ce n'est pas une image agréable, la production choisit de ne la montrer que de manière floutée. Malgré son rétablissement, Alamo n'oublie pas qu'Eddie a tout gâché en ouvrant la chambre forte pour les voleurs. Par conséquent, s'il souhaite réintégrer le groupe et retrouver ses privilèges, il devra faire un voyage au Mexique avec l'un des hommes de Lori pour un travail important qu'ils ont prévu. Alamo lui assure que c'est la meilleure façon de prouver sa loyauté après les problèmes causés. Ainsi, Eddie prend une des ambulances de Gold Rush et se rend chez Lori pour récupérer Mitch, qui sera son compagnon dans ce voyage. Bien qu'Eddie ne sache pas exactement lequel d'entre eux lui a tiré dessus, il les observe avec une intensité contenue, comme s'il était prêt à rétablir l'équilibre. Cependant, il sait que ce n'est pas encore le bon moment, et il reste calme jusqu'à ce que l'occasion se présente. En ville, Rue rend visite à Lexi pour parler de sa nouvelle relation avec Dieu et de sa manière d'interpréter ses leçons. Cependant, Lexi a trop de travail à rattraper.
Elle était plongée dans de multiples idées pour le scénario qu'on lui a confié, et les divagations de Rue sur sa foi la déconcentrent beaucoup. Lors d'un élan d'honnêteté, Rue avoue à Lexi la vérité sur son travail et comment le gouvernement la harcèle pour qu'elle dénonce ses collègues. Comme on pouvait s'y attendre, Lexi l'accuse de consommer trop de stupéfiants et lui demande d'arrêter. La conversation dégénère rapidement en une dispute animée qui se termine par Lexi la mettant à la porte de chez elle. À ce moment-là, Rue remarque que le rideau de l'appartement de Cassie, situé en face du sien, bouge. Intriguée, elle monte l'escalier et l'appelle à travers la porte. Cependant, de l'autre côté, on peut voir une arme chargée avec un silencieux, prête à tirer à travers le Judas et à l'assassiner. Cass, tu es là? À cet instant précis, la narration remonte 2 jours en arrière pour révéler comment Cassie a reçu un appel de Nassim. Il lui annonce que malheureusement son mari n'a pas respecté les paiements convenus. Cela signifie qu'elle est devenue la responsable directe de ses dettes, et le fait d'avoir reçu la bague de son mari dans une boîte la rend complètement à la merci de ses créanciers. Cet après-midi, Cassie a tenté de récupérer son compte sur les réseaux sociaux. Mais les politiques de la plateforme étaient définitives et les mauvaises nouvelles s'accumulaient. De son côté, Lexi recevait de nombreux éloges pour son histoire. La chaîne a adoré le contenu et lui a demandé d'approfondir le scénario. Le seul inconvénient était que le passé de Cassie représentait un risque trop élevé. C'est pourquoi son patron lui a demandé de l'appeler pour annuler et de trouver quelqu'un d'autre. Quant à Maddie, sa situation s'est également effondrée. Sa patronne a découvert qu'elle avait utilisé son nom pour auditionner à Late Nights et l'a licenciée sans lui laisser se défendre. Pour couronner le tout, en apprenant que Cassie avait supprimé son profil, elle est allée la confronter, luttant pour contenir sa fureur et l'envie de la frapper. À cet instant, la dynamique a complètement changé. Maddie lui a déclaré qu'à partir de ce moment-là, elle n'aurait plus aucun contrôle sur sa vie. Ils allaient recommencer le projet à zéro et Cassie travaillerait pour réparer chaque tort causé. Tu ne vas pas respirer sans ma permission. Ton monde, il est à moi. Je ne suis pas ta représentante. Je suis ta putain de chef, salope. Ce soir-là, Cassie s'est préparée minutieusement pour un dîner que Maddie avait organisé grâce à ses contacts. Dans un restaurant privé et exclusif, Cassie partageait la table avec Dylan, la méga star de Late Nights, tandis que Maddie s'occupait de prévenir tous les media people pour qu'elles soient témoins du moment où ils sortiraient ensemble de l'endroit. 1 heure plus tard, ils étaient tous les deux dans l'appartement de Cassie, en train de boire et d'écouter de la musique. Dès qu'elle a compris qu'elle avait la star entre ses mains, elle s'est assurée d'exploiter la situation pour redevenir virale. D'abord, elle a laissé Dylan complètement épuisé. Ensuite, elle a pris son téléphone et a publié les photos de leur rencontre sur Instagram, faisant en sorte que ses millions d'abonnés commencent aussi à la suivre. Cependant, Cassie a négligé un détail crucial. Elle avait laissé le cadeau de Nassim dans la glacière, et Dylan s'est servi de l'eau en utilisant ce même récipient. Dylan n'a pas remarqué qu'il a bu dans un verre avec des restes de Nate avant de retourner au lit avec Cassie. Le lendemain matin, Maddie est arrivée tout enthousiaste pour lui annoncer que la photo était tendance et que sa nouvelle page débordait de abonnés. Cependant, la joie de Maddie s'est transformée en terreur à peine quelques secondes plus tard en apercevant le verre sur le comptoir. Cassie, ne pouvant plus mentir, lui a avoué que Nate devait une grosse somme à un individu dangereux et que ce n'était que le début de son plan de remboursement. La scène a brusquement changé. Nate assurait à Nassim que Cassie obtiendrait l'argent, mais le mafieux, impassible, lui répondit qu'il n'y avait pas de cercueil à sa taille pour quelqu'un sans argent, donc il devrait lui couper les jambes au niveau des genoux pour économiser quelques dollars. Nat assure à Nassim que Cassie enverra bientôt de l'argent, affirmant qu'elle travaille dur et ne l'abandonnera pas. Pendant ce temps, Nat subit des passages à tabac quotidiens comme un rappel brutal des conséquences de ses dettes. De retour avec Rue, elle rend visite à Ali, qui montre un véritable intérêt à écouter ses histoires sur Dieu, et comment cela s'est exprimé dans sa vie via cet arbre. Il lui prépare même des crêpes pour discuter calmement de la direction que prennent ses décisions. Ali est au courant de tout. Rue lui a confié les détails du voyage au Mexique, la copie de la clé et les problèmes survenus avec ses amis policiers. De plus, ils sont pleinement conscients que ces individus savent où vivent sa mère et sa sœur. Bien qu'Ali propose de l'accompagner, Rue considère qu'il représente son atout dans sa manche. Elle ne cherche pas une protection physique pour le trajet, mais le soutien nécessaire au cas où la situation tournerait mal. Au petit déjeuner, ils pensent à la volonté de Dieu et à son plan pour atteindre la liberté. Rue lui montre la carte de cette famille qu'il a rencontrée au milieu de nulle part. Ils vivent extrêmement heureux,
ignorant de toute la cruauté du monde. Son objectif est clair. Quand tout cela sera terminé, il partira là-bas pour recommencer à zéro. Après avoir mangé, Ali lui parle de la farine qu'il prévoit d'acheter. C'est un excellent produit, à tel point que les clients la demandent constamment. Cependant, Ali note un problème. La clientèle n'en consomme pas longtemps, car elle finit par aller voir Saint-Pierre. À ce moment-là, il demande à Rue si elle s'est déjà arrêtée pour penser à qui a acheté le produit qu'elle a transmis. Et s'ils sont encore en vie, c'est précisément pour cela qu'elle est obsédée par la rédemption. Faire en sorte qu'Alamo et ses alliés finissent derrière les barreaux n'est qu'un début. Rue quitte la maison d'Ali avec un regard neuf sur la situation. Les crêpes et cette conversation profonde lui ont donné de quoi réfléchir, et il lui promet qu'ils trouveront un moyen de s'en sortir tous les deux. Simultanément, Kitty annonce aux filles du bar qu'Alamo a financé une chirurgie esthétique pour elle. Ils partiront au Mexique pour l'opération. Les autres la félicitent pour sa réussite. Même si nous savons bien qu'ils n'utiliseront pas de silicone. Ne t'inquiète pas. Oui, tu dois revenir. On t'aime. Merci. Le lendemain matin, le voyage commence. Eddie prend le volant pendant que les agents expliquent à Rue comment les événements vont se dérouler. Les gardes frontières étant informés, ils les laisseront passer sans problème lors de la première phase du plan. Cependant, ils seront prêts à les intercepter dès qu'ils essaieront de revenir. De retour dans l'ambulance, le trajet se prolonge. Eddie reste attentif à la route pendant que les fillettes font la fête à l'arrière, ravis à l'idée de devenir plus belles, ignorant complètement le destin funeste qui les attend. Ce matin-là, Rue se réveille et laisse un mot à Ali pour s'excuser, admettant qu'elle ne peut confier le destin de sa famille à l'incertitude. Elle doit prendre le risque et accomplir cette mission pour qu'Alamo et les siens finissent en prison, ce qui lui permettra de repartir à zéro. Dans la scène suivante, une camionnette traverse le désert avec les associés d'Alamo et Rue, arrivés à l'heure au rendez-vous. Le conducteur tient un fusil de précision à longue portée, tout en réglant la lunette pour les tirs à venir. Nous voyons Rue se cogner délibérément le nez contre le volant du véhicule. Puis, elle traverse le désert vers la maison de Laurie pour lui demander de l'aide, en feignant que la situation avec Alamo est insupportable. Une fois dans la résidence, Rue use de ses talents d'actrice et affirme à son ex-patronne avec une conviction totale qu'Alamo a tenté de la tuer et qu'il prévoit de faire exactement la même chose avec elle. Avant que Laurie ne puisse répondre, la scène change et nous montre Cassie en train d'effectuer son travail habituel. En triant les photos de ses abonnés, on frappe soudainement à la porte. Au moment où elle ouvre la porte, un individu gigantesque apparaît, le même qui a infligé des raclées à Nate. Il la saisit par le cou, la soulève et la jette sur une table en verre. L'impact l'assomme aussitôt. L'homme la traîne à nouveau dans la chambre, pendant que nous voyons Nassim savourer un café tout en contemplant, avec une vue spectaculaire, Cassie allongée sur le lit, attachée pieds et mains. Il s'approche, paraît gentil, et lui demande si elle veut qu'il retire la chaussette de sa bouche. Elle, sur le point de crier, se souvient du sort de son mari après avoir désobéi au mafieux. Alors elle secoue la tête et décide d'obéir à ses ordres. Libérée, elle tente de lui expliquer que sa page reprend de l'ampleur et qu'elle aura bientôt une partie de l'argent pour commencer à le rembourser par versement. Cependant, Nassim a déjà perdu patience. Il lui annonce qu'il ne lui reste que 72 heures pour réunir la totalité de la somme, pas une minute de plus. Lorsque Cassie demande la raison de ce délai, le mafieux révèle froidement que c'est le temps qu'il faudra à Nate pour mourir de déshydratation. Il l'a enterré vivant dans un cercueil et ne dira pas où il est tant qu'elle n'aura pas payé. À cet instant, la scène change pour nous montrer Nat piégé dans une boîte en bois faite sur mesure, criant, appelant désespérément à l'aide, mais sans recevoir la moindre réponse. Seul un tube en plastique lui permettant de respirer le sépare de la surface. Quand le plan révèle l'autre extrémité, on découvre qu'il est à quelques mètres du jardin de fleurs protégé qu'il a détruit quelques jours plus tôt. Nat a crié pendant des heures, à travers le trou, mais personne n'a pu l'entendre, pas même son frère, qui a visité l'endroit dans l'espoir de le retrouver. Malgré avoir crié son nom de toutes ses forces, le silence fut sa seule réponse, et il finit par repartir les mains vides. Cependant, alors qu'il s'éloignait, nous avons vu un serpent à sonnette ramper directement vers le tuyau, attiré par les vibrations provoquées par les hurlements de Nate. Simultanément, la narration revient à un moment antérieur, lorsque Rue remarque qu'il y a quelqu'un dans l'appartement de Cassie et décide de frapper à la porte. Là, nous découvrons que l'homme de main de Nassim tient l'arme de l'autre côté, prêt à tirer sur elle. Alors que le canon est appuyé contre le bois et que la balle est sur le point de traverser le judas,
Nassim, depuis la chambre, ordonne à Cassie de garder un silence absolu. Il la prévient que, sinon, elle mourra avant son mari. Dans l'appartement du premier étage, Lexi reçoit un appel de Maddie. N'ayant pas réussi à joindre Cassie, elle demande à Lexi de monter frapper à sa porte. Elle avance que Cassie est peut-être ivre ou déprimée, mais qu'elles ont besoin qu'elle reprenne le travail immédiatement. Cependant, Lexi refuse catégoriquement. Elle estime que ce qu'ils ont fait à Dylan était une atrocité et qu'ils ont failli ruiner sa carrière pour des intérêts purement personnels. Lexi lui avoue qu'elle en a assez de devoir gérer toutes ses filles et qu'elles abusent constamment de sa confiance. Elle a finalement attiré un peu d'attention et ne laissera rien s'effondrer. En continuant d'écouter les histoires folles de Rue sur son travail pour la DEA, ni pour tolérer la façon dont elles deviennent le centre de l'attention, en utilisant leur corps pour manipuler ceux qui les entourent. Pendant que Lexi se couche, décidée à laisser chacune affronter ses propres problèmes, nous revenons rapidement à Nate. Nous observons le serpent à sonnette descendre lentement le tube en plastique jusqu'à l'intérieur de la boîte, glissant sur le visage de Nate avant de se lever dans un espace chaud près de son dos. Le serpent est énorme. S'il existe quelque chose de plus effrayant que d'être piégé dans une boîte en bois sombre, attaché et sans la moindre place, c'est entendre le bruit de la sonnette d'un prédateur capable de te tuer en quelques minutes d'une seule morsure. Nate essaie de rester immobile, mais à peine quelques secondes plus tard, il sent le serpent commencer à entourer ses jambes, le menant au bord de la panique. En quelques minutes, il contrôle sa respiration. Bien que le reptile se soit positionné sur sa poitrine et commence à montrer ses crocs, dans un instant terrifiant, le serpent attaque directement son visage. À ce moment, la scène change et nous allons chez Laurie, où les garçons ont allumé un feu de camp, pour s'amuser et perdre la tête un moment, pendant qu'ils attendaient de la cargaison en provenance du Mexique qui, selon eux, va changer leur vie. Après la fin de la fête, l'épreuve de Rue commence. Elle est consciente qu'ils n'ont pas l'intention de la réintégrer dans le groupe, ni de croire qu'elle ne les trahira plus. Ils commencent alors à énumérer devant elle toutes leurs idées pour la faire disparaître. En fait, ils ont un énorme bûcher derrière eux, où elle pourrait finir réduite en cendres en quelques heures. Wayne choisit d'abord quelque chose de léger. Il s'approche et lui propose une poignée de main. Mais au moment précis où Rue lui fait confiance, il brandit une dague et lui inflige une profonde coupure à la main. Ce n'est qu'une petite punition pour commencer la leçon. De retour avec Cassie, elle n'a pas d'autre choix que d'appeler Maddie et de l'impliquer dans cette situation dangereuse. Nassim lui propose deux alternatives très claires. Soit elle lui donne $1 million sous 2 heures, soit il fera en sorte que Cassie ne soit plus la plus belle du bal. Dans un autre changement de scène, nous partons avec Maddie, qui vient d'arriver à la villa d'Alamo. Il lui a préparé une tenue très spéciale pour la soirée. Et c'est à ce moment-là que l'idée lui traverse enfin l'esprit. S'il y a bien quelqu'un qui possède une telle somme d'argent, c'est Alamo. Il ne reste plus qu'à décider si elle a assez de courage pour le prendre. En examinant le vêtement, Maddie réalise que c'est un maillot de bain. Alamo l'attend dans le jacuzzi pour discuter d'autres affaires, mais elle décide de lui révéler le problème. Cassie est victime de chantage par un individu dangereux d'origine arménienne et elle a besoin d'aide pour régler la situation. Cependant, Alamo lui fait clairement comprendre que s'il intervient, elle lui devra bien plus que de l'argent, et il adore recouvrer ses dettes. Désespérée de gagner sa confiance, Maddie suggère de repousser la discussion sur l'Arménien. Elle sait qu'il a aussi eu une journée difficile. Alors elle va boire un verre et se détendre un moment, en attendant que Rue revienne avec de bonnes nouvelles. À ce moment, Maddie révèle un secret qu'elle n'aurait pas dû. Elle raconte à Alamo la dispute que Rue a eue avec Lexi, où elle a mentionné travailler avec des agents du gouvernement. Cela n'a aucun sens pour lui, car sa vie tourne autour des clubs et non d'activités qui pourraient attirer l'attention des autorités. Quelques minutes plus tard, ils quittent tous les deux le jacuzzi. Nous voyons Alamo s'habiller et prendre ses jouets, ainsi qu'une valise pleine d'argent. Ensuite, il conduit jusqu'au chantier de construction où ils retiennent Nate. Nassim arrive en camionnette, et Alamo confie la valise à Maddie pour qu'elle règle définitivement l'affaire. C'est son affaire, et il ne risquera pas sa peau ni pour elle ni pour son ami. En rejoignant la voiture de Nassim, Maddie passe au-dessus du tuyau où le serpent est entré, tandis que les cris de Nate cessent. Quelques secondes plus tard, l'Arménien apparaît avec Cassie, prêt à effectuer l'échange. Lorsque Cassie prend la valise, on voit Alamo descendre du camion et mesurer le vent avec son doigt. Quand Nassim ouvre la valise vide, il reçoit une balle dans la poitrine. Sa main droite, l'homme qui a infligé tant de coups à Nate. Il se rend après quelques secondes en réalisant qu'il fait face à un vrai cow-boy et tueur.
Une fois qu'Alamo a le champ libre, il s'approche de Nassim et l'achève avec son revolver. Quelques minutes plus tard, le sbire leur révèle l'endroit où Nate est retenu captif, et Alamo le force à utiliser la pelleteuse pour le sortir de là. Il prévient Maddie qu'à présent, elles lui appartiennent toutes deux. Elles lui doivent $1 million et 20% de tout ce que Cassie produira lui reviendra. Un avenir prometteur les attend si elle tient parole, sinon, elles finiront toutes les deux dans une boîte, tout comme le mari de son ami. Lorsque la boîte en bois remonte enfin à la surface, Cassie espère retrouver son mari sain et sauf. À la place, il ne trouve que Nate, avec de multiples morsures, et un serpent à sonnette reposant confortablement sur sa poitrine. De son côté, Wayne garde Rue enfermée dans une pièce, en lui disant que son sort sera décidé à l'aube. Cependant, au milieu de la nuit, Rue entend quelqu'un forcer la porte. Elle s'ouvre lentement, laissant entrer une lumière aveuglante depuis le couloir. Faye entre dans la chambre et lui révèle que Wayne prévoit de la tuer le lendemain, lui offrant la possibilité de prendre l'argent et de s'enfuir. Elles descendent rapidement les escaliers vers le sous-sol, où se trouve la chambre forte. Elles descendent prudemment les escaliers. Arrivée devant la chambre forte, Rue tente d'utiliser la clé imprimée en 3 dimensions qu'Alamo lui a donnée, mais elle ne fonctionne pas. Face à l'urgence, Faye doit prendre le risque de s'approcher de Wayne pour lui voler les clés originales. Après avoir risqué sa vie, Faye récupère le trousseau de clés, et Rue ouvre enfin la chambre forte. Au lieu de liasses de billets, il trouve des documents et des pièces d'identité de nombreuses femmes, notamment celle d'Angel, la jeune fille dont Rue est tombé amoureux et qu'il a laissée en cure pour qu'elle ait une vie meilleure. Le fait de trouver sa pièce d'identité là-bas ne peut signifier qu'une chose. Il est très probable qu'elle soit morte. En s'apercevant qu'il n'y a pas un seul dollar dans le coffre-fort, Faye accuse Rue de lui avoir menti, et elle lui avait promis qu'il garderait l'argent. Mais en l'absence de cet argent, elle décide de changer de camp une fois de plus, et crie le nom de Wayne de toutes ses forces. L'épisode se termine sur le visage de Faye en train de crier, et l'angoissante question de savoir si Rue parviendra à s'échapper avant que Wayne ne l'attrape.